négociations sur le nucléaire se poursuivent à Vienne. On est à 48 heures de la nouvelle date butoir et nous ferons le point dans un instant avec notre envoyé spécial Léa Berdugo. La Grèce présente de nouvelles propositions de réforme de son économie afin d'obtenir une nouvelle aide financière. Accueil plutôt positif des Européens aujourd'hui. Israël aurait approché le Hamas pour récupérer les dépouilles des 2 soldats tués à Gaza l'été dernier lors de l'opération Bordure Protectrice, mais le Hamas exigerait des libérations de prisonniers en échange. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Les négociations se poursuivent à Vienne, en Autriche, donc sur ce dossier du nucléaire iranien. Négociations sur fond maintenant de course contre la montre. Avant vendredi, c'est en effet la nouvelle date butoir fixée depuis hier par les Américains. Alors on va tout de suite rejoindre à Vienne notre envoyé spécial Léa Berdugo. Bonsoir Léa. Que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que des choses parviennent à filtrer de ces négociations? Écoutez, les discussions sont plutôt âpres entre d'un côté Federica Mogherini et John Kerry et de l'autre Mohammad Javad Zarif. Donc les trois se sont entretenus et il reste des points de discorde extrêmement importants. Alors ils ne sont que 3 à être restés ici à Vienne au sein de la capitale autrichienne puisque les autres ministres du groupe P5+1 ont quitté Vienne pour y revenir pour la plupart ce soir. Donc les discussions se sont poursuivies. Les points de discorde restent très importants. Il ne reste donc que 48 heures puisqu'une nouvelle deadline a en quelque sorte été fixée par les Américains par ce report du gel des sanctions américaines contre l'Iran et cela jusqu'au vendredi 10 juillet. Alors justement Léa, c'est toute la question maintenant. Est-ce qu'on s'achemine vers une date butoir donc de vendredi qui est cette fois la dernière ou est-ce que ça pourrait encore se prolonger ? Écoutez, on est dans une course contre la montre avant la nouvelle date butoir. Les différentes parties, donc le groupe P5+1 d'un côté et l'Iran, n'ont que 48 heures pour régler les différends. L'objectif des ministres est clair, finaliser les discussions et parvenir à un accord sur les points problématiques. On le sait, les pierres d'achoppement restent encore très nombreuses à l'heure actuelle. Parmi elles, on a la durée d'un accord ou alors le rythme de la levée des sanctions ou encore la possible dimension militaire du programme nucléaire iranien. Au cœur du dossier des sanctions, il y a un point qui, semble-t-il, est plus problématique que les autres. Il s'agit de l'embargo international sur la vente d'armes iraniennes à l'étranger. L'Iran souhaite sa levée, tandis que les États-Unis semblent y être opposés. Une nouvelle date butoir est donc fixée, mais cela ne semble pas préoccuper les Iraniens. Les autres ont peut-être une date butoir, mais ce n'est pas notre problème, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Vienne où ces négociations se poursuivent. On en parle avec vous maintenant. Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. Alors c'est vrai que cette stratégie qui vise à sans cesse repousser la date butoir pose question ce soir. Bien évidemment, elle montre que les négociations sont particulièrement âpres et que la date butoir n'en fait rien de sacré. Vous vous en souvenez certainement, dimanche, John Kerry s'exprimait devant la presse après un assez long entretien avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, et il disait que la date du mardi 7 juillet sera la dernière des dates butoirs. Le mardi 7 juillet, c'était hier. Et là, maintenant, on parle de la date du vendredi 10 juillet comme nouvelle date butoir, mais il se pourrait bien, tenez-vous bien Jean-Charles, que les Américains optent pour une autre option pour la poursuite des négociations sans fixer d'échéance, sans fixer de nouvelles dates butoirs. C'est-à-dire que les Iraniens et le groupe des 5+1 continueraient les pourparlers sur la base de l'accord intérimaire conclu en novembre 2013, avec donc des sanctions maintenues, peut-être un petit peu amoindries contre l'Iran, en échange d'une diminution des activités nucléaires de la République
République islamique et les négociations se poursuivraient sans qu'il y ait de date butoir. C'est ce qu'affirment en tout cas nos collègues, nos confrères du Wall Street Journal en affirmant encore une fois que la Maison-Blanche envisage sérieusement ce genre de solution, c'est dire l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement les négociations à Vienne. Mais il se pourrait bien qu'effectivement, d'ici vendredi, on parvienne à un accord. Alors, il y a un autre dommage collatéral du fait que ces négociations s'enlisent dont il faut parler, c'est cette fameuse initiative de paix au Proche-Orient, cette fois déposée par la France à l'ONU. Elle était liée, semble-t-il, à la date butoir du 30 juin. Or là, comme tout cela s'éternise, Dror, peut-être que la France pourrait renoncer à son initiative ? Beaucoup d'ambiguïté, Jean-Charles, autour de cette proposition française, initiative de règlement du conflit israélo-palestinien. Et vous savez, les choses sont liées, effectivement. On a vu à quel point la France, dans le groupe des 5+1 face à l'Iran, était le pays qui a fait preuve du plus de fermeté face à Téhéran, face à la République islamique. Et on sait à quel point la France veut reprendre pied dans le dossier israélo-palestinien. Les deux choses sont liées parce que la France a des intérêts et des alliés diplomatiques et économiques importants parmi les pays du Golfe. Les pays du Golfe qui veulent tout sauf voir l'Iran accéder au statut de puissance nucléaire. Les pays du Golfe qui sont également impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce qui se passe ici entre Israéliens et Palestiniens. Les Français ont un projet de résolution qui était censé être déposé à l'automne prochain au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Malki, ils y auraient renoncé. D'après l'un des dirigeants des communautés juives américaines, les Français auraient renoncé. Mais le Quai d'Orsay nous dit aujourd'hui que nous n'avons pas renoncé à ce projet de résolution et qu'il y aura bien un projet de résolution français qui sera déposé tant qu'il restera consensuel. Qu'est-ce que ça veut dire consensuel ? Est-ce qu'il faut obtenir l'aval, à savoir à la fois des Américains, des Israéliens et des Palestiniens avant de déposer ce fameux projet de résolution ? Encore une fois, tout est lié. Et si les Américains n'obtiennent pas d'accord avec l'Iran, si les négociations se poursuivent, ou même si un accord est obtenu avec l'Iran sur le nucléaire iranien, on imagine mal les Américains ne pas faire usage de leur droit de veto contre le projet de résolution français au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout simplement parce qu'on imagine mal, même l'administration Obama, qui est réputée plutôt hostile au gouvernement israélien actuel, on imagine mal l'administration américaine. Sur deux plans à la fois, prendre des initiatives qui seraient mal perçues à Jérusalem, en Israël. Accord sur le nucléaire iranien d'un côté et soutien à un projet de résolution qui obligerait Israël à des concessions sur le dossier israélo-palestinien. Deux lièvres à la fois, c'est bien évidemment beaucoup trop pour l'administration américaine, même pour l'administration Obama. Les Français ont sans doute entendu que les Américains n'avaient pas, comme il en était question peut-être auparavant, n'avaient pas pour projet de faire usage de leur droit de veto, ou plutôt que si, ils allaient faire usage de leur droit de veto contre ce projet de résolution et que donc les Français vont probablement faire machine arrière, puisque sans le soutien des Américains, ce projet de résolution ne sera pas adopté par le Conseil de sécurité. Merci Dror Even Sapir. La Grèce à présent et le gouvernement grec qui a revu sa copie avant la date fatidique de jeudi fixée par l'Allemagne notamment. De nouvelles réformes de l'économie grecque sont proposées en échange d'une nouvelle aide financière de la part des Européens. Julia Ganancia. Le compte à rebours est lancé pour la Grèce. À la tribune, le Premier ministre grec s'engage à soumettre à ses créanciers de nouvelles propositions de réforme jeudi, comme le lui réclame la zone euro en contrepartie d'un troisième plan d'aide. Mais Alexis Tsipras défend aussi son droit à choisir la manière de redresser le pays. Ça ne serait pas exagéré de dire que mon pays a été transformé au cours des 5 dernières années en laboratoire de l'austérité. Mais nous devons admettre que l'expérience n'est pas une réussite. Le programme complet promis par Alexis Tsipras devrait être envoyé à ses partenaires avant jeudi minuit, puis examiné par les créanciers et soumis samedi au ministre des Finances de la zone euro. Pour l'heure, la Grèce s'est engagée à des réformes des impôts et des retraites dès la semaine prochaine. Le gouvernement souhaite aussi lutter contre le règne des oligarchies et des cartels ou encore contre la fraude et l'évasion fiscale. Le temps presse, les dirigeants européens sont de plus en plus excédés. Certains évoquent désormais sans tabou le scénario du Grexit. Exaspérés après des mois de négociations houleuses, le ton se fait de plus en plus alarmant. Sans unité, nous allons nous réveiller dans 4 jours dans une Europe différente. C'est vraiment l'heure décisive et finale pour la Grèce comme pour nous. C'est notre dernière chance.
En attendant, les banques grecques resteront fermées pour une durée encore indéterminée. Cela fait maintenant 8 jours ouvrables que les établissements bancaires grecs sont fermés au public et les retraits limités à 60 € par jour. Les banques grecques ont toutes les peines du monde à alimenter leurs distributeurs de billets, épuisant progressivement la monnaie en circulation. Nous essayons de prendre les choses de façon optimiste. Mais ce qui va arriver à partir de maintenant affectera le monde entier, pas que nous. Nous croisons les doigts. Si l'Eurogroupe rejette les propositions d'Athènes, il paraît inévitable que la Grèce sorte de la zone euro, et ce de façon désordonnée. L'économie grecque pourrait s'effondrer comme un château de cartes d'ici une semaine, faute d'accord. L'assistance de la Banque centrale européenne est maintenue jusqu'à dimanche. Après, les Européens ne répondent plus de rien. Alors avec nous, Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression que les Grecs, là, ont fait un effort conséquent avec ces nouvelles réformes, et notamment ce qui concerne les retraites? Écoutez, d'abord, on ne connaît pas encore la nature de leurs propositions, mais il faut bien que vous compreniez qu'il y a 3 sujets de nature différente. Il y a la discussion qui porte sur ce qu'on appelle les réformes, qui représentent en réalité, j'allais dire, des sommes assez faibles, peut-être 2 milliards d'euros, qui portent sur l'ensemble, la TVA, les retraites, etc. Il y a le deuxième sujet qui porte sur j'allais dire, les vraies réformes de la Grèce, c'est-à-dire la constitution d'une capacité de gouverner, notamment de collecter l'impôt, qui est réellement à mettre sur pied, et notamment la création d'un cadastre. Et puis il y a le troisième sujet qui est celui de la résolution du problème de la dette. Vous savez qu'ils ont 320 milliards de dettes, et pour lequel il faut effectivement imaginer soit un report, soit une diminution, toutes les solutions sont envisageables. Ces 3 sujets sont de nature différente, et aujourd'hui on insiste beaucoup sur la partie la moins importante, que sont la discussion pour savoir si on diminue un peu les retraites, si on modifie un peu, si on repousse l'âge au départ à la retraite, etc., etc. Mais c'est en fait assez secondaire dans la discussion. Ouais. Mais ce qu'a dit aujourd'hui Tsipras, c'est quand même assez sévère concernant l'Europe. Il a dit « Nous avons été un laboratoire de l'austérité et ça ne marche pas ». Vous partagez son point de vue ou pas? Que les politiques européennes n'aient pas été très habiles, ça n'y a aucun doute, mais pas pour la raison que dit M. Tsipras. En tout cas, pas uniquement pour cette raison. Parce qu'il y a 10 ans, quand ils sont entrés, ou 15 ans, quand ils sont entrés dans l'euro, il eût fallu qu'on exige d'eux qu'ils constituent qu'ils aient une capacité de gérer le pays et notamment de collecter l'impôt. Le problème majeur de la Grèce, c'est qu'ils n'arrivent pas à collecter l'impôt, et donc ceci rend l'avenir en réalité très incertain. Donc le fond du sujet, c'est au-delà des formules de M. Tsipras, qui sont par nature un peu excessives, le sujet de leur difficulté de gestion demeure. Et c'est en fait de ça dont les Européens devraient aujourd'hui discuter avec la Grèce. Merci Jean-Hervé Lorenzi. Je rappelle que vous présidez le Cercle des économistes. Alors on reçoit également Meir Habib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Vous avez la circonscription de la Grèce donc, qui fait partie de votre circonscription. Et ce soir, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on a envie que la Grèce continue à rester dans la zone euro? Est-ce que vous et l'UDI, vous êtes partisans de laisser les Grecs dans la zone euro? Moi, par définition, je suis un Européen et mon parti est un parti européen. Maintenant, l'Europe, c'est des droits et des devoirs. Je connais bien la Grèce. J'étais à plusieurs reprises depuis mon élection, je connais bien les Grecs. Il y a d'un côté une immense peine quand on voit des gens qui sont vraiment dans l'austérité. Quelqu'un qui a 1 000 € de retraite et qui en touche plus que 600 et à qui on demande de descendre, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'avais dit en réunion de groupe à l'UDI il y a 10 jours, j'ai dit le non sera massif. Et je ne me suis pas trompé puisqu'on a eu 60% alors qu'on pensait que c'était Ric et Rac. Ça, c'est une évidence. Donc humainement, il y a une peine qui est immense. Mais d'un autre côté, lorsque vous êtes en Grèce, comme ça a été dit, on va parler très franchement, l'économie parallèle, ce qu'on appelle l'économie au noir ou parallèle, c'est près de entre 20 et 35% de l'économie. C'est invraisemblable, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à collecter l'impôt, il n'y a pas de vraie richesse, de source vide. Donc moi je veux bien entendre Tsipras qui est quand même très populiste. La Grèce a pris à l'Europe plus de 320 milliards d'euros. Chaque Français, pour vous donner une idée, chaque Français
chaque Grec a 1 000 € de crédit, enfin, des Grecs, ce qui est énorme. Ce qui est colossal, c'est que ça reste un petit pays, un grand pays de par son histoire. Donc évidemment, on a envie qu'il reste dans l'euro, mais c'est pas à n'importe quel prix. Quelqu'un peut dire, je peux pas rester indéfiniment, c'est un puits sans fond. S'il n'y a pas des réformes structurelles, j'ai connu Samaras, qui est quelqu'un qui a vraiment essayé de faire bouger les choses, il n'a pas réussi. Et Tsipras surfe sur une vague de populisme nationaliste. Il est très à gauche, mais il a quand même la fibre, ce qui est tout à fait à son honneur, il a le droit. Mais il ne peut pas, c'est un prêt. Est-ce que l'Europe peut imaginer un seul instant d'effacer la dette? C'est impossible, parce que ça, ce serait un précédent invraisemblable. L'Espagne, l'Italie et d'autres pays européens tomberont. C'est la fin de l'euro et c'est la fin de l'Europe. Donc il faut avoir à la fois une vision humaniste, humaine, mais aussi responsable. La Grèce doit rembourser sa dette. Il faut peut-être arrêter les intérêts, essayer de baisser le taux d'intérêt. Il y a eu des erreurs énormes de la part de l'Europe, c'est certain. Mais la Grèce aussi doit comprendre qu'elle a aussi des devoirs. Elle ne peut pas que prendre de l'argent sans jamais le rembourser. Or, je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas le bout du tunnel. Je pense qu'on repousse le problème, on ne résout pas le problème. Il est extrêmement complexe. Peu de gens, en réalité, ont des solutions. La solution passe avant tout par une refonte totale du système de la collecte d'impôts, de la collecte de la TVA, de l'économie parallèle en Grèce. Or ça, on est très loin de cela. Au contraire, là, tout le monde va en Grèce, tout le monde dit prenez des espèces, parce qu'autrement, on ne peut rien faire. Justement, il y a eu une mise en garde aujourd'hui du gouvernement français envers les touristes français qui se rendraient en Grèce. Quelle est la situation justement des Français qui vivent en Grèce, qui sont pour l'instant, écoutez, moi je les vois beaucoup. Je ne vous cache pas que je fais des permanences parlementaires, je reçois des dizaines et des dizaines de nos compatriotes là-bas. C'est à chaque fois, j'essaye à chaque fois de résoudre. Il y a des cas humains terribles. Parce que de l'autre côté de la balance, quand on voit une mère qui élève ses enfants toute seule avec 400 ou 500 € par mois, on peut avoir que de la compassion, voire de la pitié, et voire essayer de l'aider. Et c'est très difficile de dire à quelqu'un qui a 600 ou 700 ou 800 €, on va t'enlever 200 €. C'est pour ça que le résultat, pour moi, il est évident. Est-ce qu'on veut encore une austérité? Ils n'en peuvent plus au niveau de l'austérité. Je ne suis pas persuadé qu'il faut encore demander l'austérité. Il faut changer un peu le disquette, parce que là, on ne s'en sortira pas. On va prêter encore de l'argent, et à la fin, on se verra peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, ça ne marchera pas. Tant qu'on n'aura pas passer par un changement total, une refonte du système pour pouvoir collecter l'impôt. Les armateurs, par exemple. Personne ne parle des armateurs qui détiennent une très grosse partie des richesses vives de ce pays. Mais ça, personne n'y touche. L'Église orthodoxe aussi, personne n'y touche. Il faut aller au fond des choses. Il faut aller souvent en Grèce pour comprendre. Et d'un autre côté, j'ai une immense compassion pour ce peuple qui est un peuple ami, un peuple qui a une immense histoire et qui souffre. Ça, c'est en tant que on est tous... On prend partie de leur peine, quoi, évidemment. Merci Meir Habib. On parlait donc, je rappelle que vous êtes député des Français de l'étranger, on parlait de cette mise en garde donc du gouvernement français pour les touristes, Français qui ont l'intention de se rendre en Grèce cet été. C'est vrai que la crise pourrait frapper de plein fouet le secteur touristique, est un pan vital de l'économie grecque, et l'absence d'argent liquide, par exemple, pourrait être l'un des premiers problèmes. Solal Azerwal. Les hôtels affichent complet. À la une de tous les journaux, la Grèce. Crise, référendum, Grexit. Mais la saison touristique ne souffre pas de cette mauvaise publicité. Athènes et son acropole, l'île festive de Mykonos, la Crète, les Cyclades, la Grèce attire toujours autant de touristes. En 2014, ils étaient 24 millions de visiteurs, créant près de 40 milliards d'euros de recettes. Tous les hôtels sont complets. Nous n'avons pas de très grands hôtels, mais le tourisme en Grèce marche vraiment bien en ce moment. Le tourisme hellénique représente encore 20% du PIB grec. Cette manne économique n'est pas encore affectée par l'actualité. Toutefois, la situation évolue. En prévision d'une pénurie, la France recommande de prévoir des espèces ainsi que des médicaments. Le Quai d'Orsay anticipe. En raison des risques actuels d'attente aux distributeurs automatiques de billets, voire d'interruption momentanée du service de certains d'entre eux, il est recommandé aux touristes se rendant en Grèce de se munir d'espèces suffisantes. Certains touristes s'inquiètent déjà pour leur portefeuille. Il y a quelques problèmes pour les touristes avec l'argent liquide et les distributeurs de billets. Certains groupes partent parce que les paiements ne peuvent pas être faits à l'étranger. Concernant les Grecs, il y a des craintes, pas encore de problème, mais des craintes à propos de l'approvisionnement en nourriture et sur ce qui va arriver dans les 2 ou 3 prochaines semaines. L'incertitude plane autour de l'avenir de la Grèce. Dernier pan de l'économie encore intact, le tourisme grec est menacé.
Le gouvernement grec propose d'augmenter la TVA sur les hôtels à 13%. Quant à la Troïka européenne, elle exige d'élever la TVA restauration de 13 à 23%. À ces mauvaises augures s'ajoute une nouvelle difficulté. Depuis le référendum, les réservations de dernière minute chutent de 30%. Alors venons-en maintenant au vent de panique qui souffle sur les marchés financiers. On ira à New York dans un instant parce qu'il y a ce soir une interruption des cotations qui pour l'instant n'a pas d'explication autre que motif technique. Mais l'Asie tout d'abord, car c'est là que la bourse de Shanghai a déclenché dans son sillage d'une importante chute, eh bien, celle de beaucoup d'autres places financières asiatiques ce matin. Explication, est-ce la Grèce? Pas seulement. Anthony Lesme. Après avoir doublé en moins d'un an, la place de Shanghai a chuté de près de 30% en moins d'un mois. Si le monde a les yeux rivés sur la Grèce, la Chine inquiète aussi le monde de la finance. Les pertes accumulées en quelques séances sont 6 fois supérieures à la dette de la Grèce. Le marché chinois dispose d'un mécanisme appelé Trading Halt, arrêt de la transaction. Beaucoup d'entreprises sont limitées à 10% dans leurs pertes éventuelles. À cause de cela, nous avons vu que depuis quelques semaines, beaucoup d'entreprises chutaient de 10% tous les jours et la peur s'est installée pour beaucoup d'investisseurs. La progression du marché est probablement terminée et maintenant une certaine panique risque d'animer le marché chaque jour. Pour éviter la panique, les dirigeants chinois ont pris des mesures. La Banque centrale a annoncé il y a 8 jours une baisse inattendue de ses taux d'intérêt et ce week-end, Pékin a suspendu tous les projets d'introduction en bourse. Dans le même temps, les principaux courtiers et gestionnaires d'actifs s'engageaient à investir plusieurs dizaines de milliards d'euros dans les actions. Des mesures exceptionnelles qui ont fonctionné lundi. Les cours de la bourse de Shanghai ont augmenté de 2,4%, mais qui ont chuté mardi de 1,26% et mercredi de 5,90%. Toutes ces mesures ne sont pas très efficaces, sauf s'ils versent de l'argent dans le marché, ce qui permettrait de créer un intérêt à l'achat et d'ensuite stabiliser le marché. Mais même avec ces mesures, on n'est sûr de rien. La production industrielle chinoise est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Le ralentissement se confirme et la chute des actions chinoises ne peut qu'accentuer le mouvement en déprimant l'investissement. Un cercle vicieux dont Pékin a du mal à se sortir. Alors, on est en ligne avec Lionel Friedfeld, analyste financier qui connaît bien ces marchés asiatiques. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Donc là, on est dans un tout autre contexte que celui de l'Europe. C'est vraiment un problème qui est lié à l'économie chinoise ? Alors effectivement, une journée encore difficile sur les marchés financiers chinois puisque la bourse de Shanghai a encore perdu près de 8% aujourd'hui. C'est quand même une chute de près de 24% depuis le 12 juin. Et c'est près surtout de 2400 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont envolés alors que la bourse chinoise avait dépassé cette année pour la première fois la bourse de Tokyo. En fait, les raisons sont assez simples. Le gouvernement chinois a tout fait pour détourner les particuliers du marché de l'immobilier et les inciter à investir, notamment à la bourse, pour financer l'économie chinoise. Et aujourd'hui, la bourse de Shanghai a notamment flambé de près de 150% en un an. Et aujourd'hui, on assiste simplement à l'éclatement d'une bulle financière. Pour autant, le gouvernement chinois a une arme secrète pour stabiliser, on va dire, cette perte, puisqu'elle dispose de près de 3,5 trilliards de dollars de la Banque centrale, qui pourrait notamment racheter des actifs en détresse et les revendre le moment venu à des investisseurs institutionnels. Donc tous les yeux sont évidemment tournés vers la Chine aujourd'hui, mais la Chine a, grâce à ses réserves de change, une solidité financière qui n'est pas à remettre en cause. Donc l'économie chinoise dans son ensemble aujourd'hui n'est pas fragilisée par cette chute brutale ? Elle est fragilisée, certes, mais elle dispose quand même de réserves de change de près de 3,5 trilliards de dollars qui va sans doute lui permettre en fait de passer cette crise, on va dire, assez passagère, puisque effectivement c'est il y a une espèce de traduction entre une économie qui exporte et en fait les Chinois essaient de pousser plutôt un modèle aujourd'hui de consommation à l'intérieur. Donc c'est simplement une économie qui passe d'un stade émergent à une économie qui est beaucoup plus développée et c'est un petit peu normal sur les marchés financiers internationaux. Alors Lionel, parlons maintenant de ce qui est en train de se passer à New York. On a très peu d'informations ce soir, sauf que toute cotation est suspendue. On parle d'un problème informatique. Alors effectivement, on parle d'un problème informatique. On n'a pas plus d'informations à l'heure actuelle. Les cotations sont suspendues. Alors ça serait très peu probable que ce soit lié au problème chinois. En tout cas, la Banque centrale chinoise pourrait réagir de façon extrêmement rapide, car elle a quand même des réserves de change de près de 3,5 trilliards de dollars
Donc ça va sans doute pas, le gouvernement chinois ne va pas permettre notamment aux investisseurs de paniquer. Et surtout, en fait, ce problème de la perte notamment de la bourse de Shanghai, ce sont surtout les petits investisseurs privés qui perdent de l'argent. Et notamment, les institutionnels ne vont pas permettre à ce que le marché puisse notamment dégringoler de façon de plus en plus importante. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Puis aux États-Unis, toujours, il y a eu tout à l'heure, et c'est apparemment un problème différent, une autre panne informatique qui a cloué au sol cette fois les avions de la compagnie United Airlines. Cela a duré quand même un petit moment, et puis tout a pu redémarrer. On ne fait pas de lien pour l'instant du côté des autorités américaines entre ces deux pannes informatiques. C'est une saisie d'argent record qui est annoncée aujourd'hui en Italie. Une opération anti-mafia en Sicile qui a permis de bloquer plus d'1,6 milliard d'euros sur des comptes en banque appartenant à une seule et même famille, un clan mafieux sicilien. Maël Benoliel. Une saisie record en Italie de plus de 1,6 milliard d'euros. Ce mercredi, c'est le jackpot pour les autorités italiennes. Elles ont placé sous séquestre des biens d'une valeur de plus de 1,6 milliard d'euros appartenant à une famille d'entrepreneurs siciliens soupçonnés de s'être enrichis grâce à l'appui de la mafia. La saisie a visé des entreprises, des biens immobiliers ainsi que des comptes bancaires appartenant aux Virga, une fratrie originaire de Palerme dans le nord-ouest de la Sicile. Les enquêtes économico-patrimoniales menées par la direction anti-mafia ont permis de montrer comment les Virga ont bénéficié de l'appui déterminant de Cosa Nostra dans l'attribution de travaux et d'appels d'offres publics dans le secteur du bâtiment. Les membres de cette famille ont réussi ces dernières années à imposer leur entreprise en organisant des cartels d'entrepreneurs en vue de l'attribution des appels d'offres publics. Les membres de cette fratrie étaient encore tous des agriculteurs ou des ouvriers dans les années 80, avant de devenir millionnaires. Mais ce n'est pas tout. Dans la famille Virga, je demande le repenti Gaetano, le fils de Carmelo, le parrain de la famille. Ces dernières années, Gaetano est même devenu un symbole de la lutte contre le racket opéré par la mafia sicilienne sur les entreprises. Soutenu par des associations anti-mafia, il a dénoncé des extorsions. Un témoignage qui a conduit à l'arrestation de plusieurs chefs mafieux de la région en 2010. Ce n'est évidemment pas la première fois que les autorités italiennes saisissent des biens à la mafia. Après des années de lutte contre Cosa Nostra en Sicile, Camorra à Naples ou encore 'Ndrangheta en Calabre, l'État italien est aujourd'hui à la tête de plus de 3000 entreprises et 12 000 biens immobiliers. Et puis à retenir également cette nouvelle victoire judiciaire de Jean-Marie Le Pen contre sa fille Marine. Il a réussi à faire suspendre le congrès extraordinaire convoqué par correspondance pour décider justement de son exclusion et de la disparition du poste de président d'honneur. Le Front National et sa présidente Marine Le Pen annoncent ce soir qu'ils font appel évidemment de ce nouveau revers judiciaire infligé par Jean-Marie Le Pen. On va se retrouver dans un instant pour évoquer le cas des soldats israéliens tués à Gaza et dont la dépouille n'a pas encore été récupérée. À tout de suite. Les négociations sur le nucléaire se poursuivent à Vienne. Pas d'avancée significative enregistrée ce soir. Il ne reste plus que 48 heures avant la nouvelle date butoir fixée par les Américains. La Grèce a présenté de nouvelles propositions de réforme de son économie, et ce afin d'obtenir une nouvelle aide financière. Accueil plutôt positif des Européens, conseil extraordinaire prévu dimanche. Israël aurait approché le Hamas pour récupérer les dépouilles des 2 soldats tués à Gaza l'été dernier lors de l'opération Bordure Protectrice, mais le Hamas exigerait des libérations de prisonniers en échange. On en reparle tout de suite. Un an donc après l'opération Bordure Protectrice, Israël cherche toujours à récupérer les dépouilles de 2 de ses soldats tués à l'intérieur de la bande de Gaza. Durant cette opération, le Hamas a déjà confirmé détenir ces dépouilles et des négociations pourraient avoir débuté discrètement. Joseph Emmanuel. Israël et le Hamas seraient-ils entrés dans un tunnel de négociations? L'information viendrait d'un officiel du mouvement islamiste palestinien. Une information qu'Israël n'a pas encore confirmée. Les négociations porteraient sur un échange
les corps de 2 soldats israéliens tués dans l'opération de l'été 2014 contre des dizaines, peut-être même des centaines de prisonniers palestiniens. Le sergent Oron Shaul, 20 ans, avait été porté disparu après une attaque contre son véhicule blindé à l'intérieur de Gaza, une attaque dans laquelle 6 autres soldats de Tsahal perdaient la vie. Il fallut plusieurs semaines à l'armée pour être sûr du décès du soldat. Le Hamas laissait entendre qu'il retenait le jeune homme en vie. Le lieutenant Hadar Goldin, 23 ans, faisait partie de l'unité combattante Givati. Il a été tué durant la bataille de Rafah le 1er août 2014. De son côté, le Hamas exige la libération de prisonniers déjà libérés en 2011 dans le cadre de l'échange avec le sergent Gilad Shalit, retenu près de 5 ans et demi à Gaza. L'échange concernait alors 1000 prisonniers palestiniens, dont 300 condamnés pour crimes de sang, contre un Israélien, Gilad Shalit. Plusieurs dizaines de ces prisonniers libérés ont de nouveau été capturés par Israël, condamnés pour de nouvelles activités terroristes, et le Hamas demande de nouveau leur libération. Mais l'échange, s'il avait lieu, ressemblerait plus à celui procédé entre Israël et le Hezbollah en juillet 2008. Le mouvement chiite libanais avait restitué les dépouilles de 2 soldats de Tsahal, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, kidnappés quelques jours avant la guerre de l'été 2006. Les dépouilles des 2 Israéliens étaient échangées contre 199 corps de combattants du Hezbollah et 5 prisonniers, parmi eux Samir Kuntar, condamné en 1980 pour le meurtre de plusieurs Israéliens, dont celui d'un père et de sa fille de 4 ans. Mais les négociations se présentent aujourd'hui de manière complexe. Le Hamas se dit opposé à toute discussion tant que ces hommes ne sont pas libérés. Un non-sens pour Israël. L'enlèvement de soldats israéliens dans une zone de conflit représente l'une des situations les plus problématiques pour l'État hébreu. Ces échanges coûtent très cher, Israël accordant un prix visiblement très élevé pour chaque soldat ou dépouille de soldats. Le ministre de la Défense Moshe Ya'alon a affirmé qu'Israël ferait tout son possible pour ramener aux familles Shaul et Goldin les dépouilles de leurs enfants. Alors avec nous, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Est-ce qu'on est prêt à payer un prix aussi élevé pour récupérer des dépouilles de soldats israéliens? Tout à fait. Israël, on peut être d'accord ou pas avec ça, mais Israël a toujours payé le prix fort, a fortiori évidemment pour Gilad Shalit qui était vivant, mais même pour récupérer les cadavres, les corps de nos soldats, pour les enterrer dans un cimetière militaire israélien, surtout pour les familles. Il est extrêmement difficile pour les familles endeuillées qui ont perdu un enfant à la guerre de vivre ce deuil lorsqu'ils n'ont pas pu enterrer leur enfant. C'est quelque chose de terrible et Israël s'est engagé, a choisi depuis 30 ans de payer le prix même fort lorsqu'il le faut pour récupérer les dépouilles des soldats. Alors là, en l'occurrence, il va falloir sans doute remettre en liberté donc des terroristes. On sait les polémiques que ça a suscité lors des dernières libérations. Là, il s'agit de terroristes en plus de l'accord Shalit, c'est-à-dire qui avaient déjà été remis en liberté, et on l'a entendu, qui ont été repris ensuite, donc ils continuent à être actifs. Alors là, c'est le dilemme moral que je ne trancherai pas. Effectivement, lorsque nous libérons ces assassins, il faut les appeler par leur nom, ils se remettent à tuer. Et donc, par exemple, là nous parlons de 2 dépouilles, mais par exemple pour Gilad Shalit, pour sauver une personne, nous avions mis en danger des centaines d'autres personnes, puisque les gens que nous libérons vont commettre des attentats. Ils ne sont pas à la retraite. Ouais. Alors, il y a un autre sujet qui est évoqué, puisqu'on parle de ces négociations secrètes, qui évidemment pour l'instant ne sont pas confirmées officiellement, en tout cas surtout pas côté israélien. C'est l'avis donné par des militaires, cette fois des officiers de Tsahal, et qui recommandent de desserrer un petit peu l'étau sur Gaza, parce que sinon c'est comme une marmite, ça va exploser de nouveau. Ok. Ils ont peut-être pas tort. C'est très marrant, parce que nous avons 2 sujets. Alléger le siège sur Gaza et à récupérer les dépouilles de nos soldats. Je pense que l'équation est un peu évidente. Nous pouvons effectivement donner des marchandises à Gaza en échange des dépouilles de nos soldats. Pourquoi parler de prisonniers palestiniens, de terroristes? S'il s'agit d'un problème humanitaire, je ne vois pas très bien en quoi libérer 300 terroristes va résoudre le problème de nourriture et de médicaments de Gaza. Par contre, faisons un marché, marchandises contre les dépouilles de nos soldats. Alors, ce que propose
ces braves généraux ou officiers, c'est très bien. Alors, c'est très amusant, parce qu'au moment où l'Europe hésite à soutenir un pays civilisé, démocratique comme la Grèce, qui est en difficulté, à le sortir de sa crise économique, on attend d'Israël qu'il sorte Gaza, un État islamique terroriste, de sa propre crise et renforce le régime dictatorial du Hamas, alors que les Palestiniens eux-mêmes en souffrent. Les Palestiniens demandent une chose, et là je suis d'accord avec ces officiers, c'est la liberté de quitter Gaza. Il y a aujourd'hui plus de 300 000 Palestiniens qui veulent partir de Gaza pour toujours, parce que eux ont compris qu'il n'y avait aucun espoir tant que le Hamas était au pouvoir. Ces officiers se trompent parce que toute aide financière, humanitaire qui sera donnée sera récupérée immédiatement par le Hamas. Elle sera taxée, c'est le cas actuellement du ciment, du béton, c'est taxé comme la mafia. Et puis, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura pas de développement économique. Il y aura développement du portefeuille de Khaled Mashal et de la fortune privée de Haniyeh et aucun développement économique. Donc, c'est une mécompréhension totale de la situation. On arrive aujourd'hui à quelque chose de très bizarre. Il faudrait renforcer ou soutenir le Hamas. Parce qu'il y a pire, entre guillemets. On a dit ça il y a un an, avec le Bordure Protectrice, qu'il y avait ce pire, les salafistes. En quoi les salafistes sont-ils pires que le Hamas? J'attends qu'on m'en explique. Le Hamas continue à creuser des tunnels. Le Hamas continue à déclarer qu'il veut kidnapper des soldats, tuer des civils israéliens, se réarmer. Et rien n'a changé. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur le principe. Il est certain qu'il faut aider les Palestiniens de Gaza à vivre et survivre, qu'il faut faire sortir ce pays, cette région du marasme dans lequel elle se trouve, sur le plan humanitaire, sur le plan financier, sur tous les plans, mais pas tant qu'elle est aux mains d'un régime dictatorial tel que le Hamas. C'est comme si vous alliez aider un pays africain dirigé par un dictateur du genre Idi Amin Dada. Pas un bal de ce que vous allez donner n'arrivera aux Africains, aux gens du pays. Tout arrivera dans sa poche et il durcira son régime. Il deviendra encore plus puissant et la menace encore plus terrible. Donc, une aberration. Merci, voilà qui est clair. Raphaël Jérusalemi, donc ancien officier dans le renseignement militaire. Et justement, pendant ce temps-là, à Ramallah, l'autorité palestinienne, déjà en opposition frontale avec le Hamas, eh bien, ferait face actuellement à une scission à l'intérieur même du Fatah. Certains de ses membres chercheraient en effet à évincer Mahmoud Abbas, qui est l'actuel président de l'autorité palestinienne. Explication, Cyril Amar. À première vue, cela ressemble à une guerre des chefs. La semaine dernière, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, décide de limoger son numéro 2, Yasser Abed-Rabo. Motif officiel, le secrétaire général de l'OLP multiplie les absences aux réunions du Conseil exécutif. Mais la décision du président palestinien viserait davantage à doucher les ambitions des prétendants à sa succession. Un triumvirat composé de Yasser Abed-Rabo, de l'ancien Premier ministre palestinien Salem Fayed et de Mohamed Dahlan, l'ex-chef de la sécurité préventive de la bande de Gaza. Les trois hommes se seraient rencontrés à plusieurs reprises ces derniers mois aux Émirats arabes unis. Abu Dhabi, qui comme ses voisins du Golfe, est de plus en plus lassé par l'inertie du pouvoir palestinien. Pris de panique, Mahmoud Abbas a même récemment gelé le compte bancaire de son ancien Premier ministre, qu'il accuse d'utiliser les fonds de son ONG pour saper le leadership du président palestinien. Mais la véritable bête noire du Raïs, c'est lui. Mohamed Dahlan ne cache plus ses ambitions. Né dans un camp de réfugiés à Gaza, son jeune âge et sa popularité dans la rue palestinienne et dans les chancelleries arabes ont de quoi inquiéter le président de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, qui a fêté cette année ses 80 ans et un peu plus d'une décennie au pouvoir au palais de la Moukata à Ramallah. Alors avec nous, Ali Waked, bonsoir, un spécialiste du monde arabe et musulman. Cyril Amar, bonsoir également. Bonsoir. On parlera du ramadan dans un instant avec vous, d'un phénomène qui se développe. Mais d'abord, on s'arrête, Ali, sur ce qu'on vient de voir dans ce sujet de Cyril. Que se passe-t-il vraiment? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une opposition frontale finalement entre Abbas et le Hamas. Et pas seulement, il y a vraiment une contestation à l'intérieur même de Ramallah, du Fatah?
Oui, Jean-Charles Abou Mazen, il est positionné à l'heure actuelle à la position exacte où se trouvait Arafat à la fin de 2004, début 2005. Mais lui, il est dans l'autre camp, Abou Mazen. Arafat soupçonnait qu'Abou Mazen était en train de mener un putsch avec la complicité de Mohamed Dakhalan, entre autres, et de Yasser Abedrabo. Et là, ces mêmes personnages se trouvent maintenant adversaires à Mahmoud Abbas. Il faut comprendre, Abou Mazen, il a une paranoïa qui a un camp dont le Fatah représente essentiellement par Mohamed Dakhalan qui veut le remplacer. Ce n'est pas faux ce que pense Abou Mazen, mais il y a une différence entre une paranoïa et l'ambition de Mohamed Dakhalan. Mohamed Dakhalan a une ambition légitime d'être le nouveau président ou le prochain président des Palestiniens. Il n'a jamais préparé un putsch, il ne veut pas faire un putsch, mais pour Abou Mazen, le fait qu'il a cette ambition suffit pour le classer dans la catégorie des putschistes, dans laquelle se trouvent Salam Fayyad et Yasser Abedrabo. Abou Mazen était très occupé dans ces derniers mois dans sa campagne diplomatique internationale et il a lâché totalement le front interne, ce qui a été utilisé par Mohamed Dakhalan, par Yasser Abedrabo et par d'autres personnes, de préparer le passage de pouvoir. Abou Mazen est en train de faire tout pour geler les activités préparatives du congrès du Fatah pour maintenir dans sa position de chef du Fatah, alors qu'il y a au sein du Fatah des gens qui demandent de nommer un adjoint au président, de nommer un adjoint au chef du Fatah. Abou Mazen refuse pour le moment de partager son pouvoir avec qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? Pourquoi est-ce qu'on essaie de l'évincer aujourd'hui? Parce qu'on le trouve quoi, trop immobile sur le dossier justement avec les Israéliens? On lui reproche simplement d'échouer dans les trois tracts principaux. C'est 1, la diplomatie vis-à-vis d'Israël. 2, la bataille politique contre le Hamas. Et 3, la vie quotidienne des Palestiniens. Sur ces trois domaines, Abou Mazen a échoué. Il n'y a pas de processus de paix, il n'y a pas d'horizon politique vis-à-vis Israël. Face au Hamas, Hamas est en train d'ouvrir des canaux avec Israël, avec l'Égypte, avec l'Arabie saoudite. Il refuse de laisser le gouvernement d'Abou Mazen d'opérer à la bande de Gaza. Et dans la vie quotidienne des Palestiniens, il n'y a pas un changement. Et là, il faut faire attention. Abou Mazen soupçonne qu'Israël fait partie de cet complot du fait qu'elle facilite le passage des Palestiniens en Israël, le fait qu'elle facilite le passage de la bande de Gaza en Israël, et Israël a contribué à l'ouverture du point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte pour dire que il n'y a pas besoin d'un processus politique, d'un processus de négociation pour faciliter la vie des Palestiniens. Quand ces trois éléments, Hamas, Israël et ses rivaux internes, selon Abou Mazen, se joignent, il y a un vrai danger pour son pouvoir. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle dans les territoires palestiniens depuis le 9 janvier 2005, date à laquelle Mahmoud Abbas a été élu. Il règne depuis 10 ans sans partage. La gouvernance dans les territoires palestiniens se fait de décret en décret. Il prolonge. Mahmoud Abbas ne cesse de prolonger son mandat alors qu'il a été élu initialement pour un mandat de 4 ans, ce qui peut-être rend légitime la bataille de la succession qui est évidemment ouverte aujourd'hui avec Mohamed Dakhalan qui fait partie des favoris, Salem Fayyad qui est un économiste de renom. On sait qu'il a travaillé au FMI, qu'il a travaillé à la Banque mondiale. Il a beaucoup œuvré pour le développement des territoires palestiniens, mais il lui manque quand même un cheval sur le contrôle d'Ali Wakad, d'une légitimité politique, d'une base politique, d'une légitimité historique. Il n'a peut-être pas suffisamment de faits d'armes non plus, contrairement à Mohamed Dakhalan ou à Abedrabo. Oui, et là, Mohamed Dakhalan est en train de former une équipe extraordinaire. Abedrabo qui a la légitimité historique dont vient de parler Cyril Amar, Salam Fayyad qui a une excellente réputation au sein de la communauté internationale, et Mohamed Dakhalan qui a l'argent et qui a le soutien maintenant des pays arabes. Mohamed Dakhalan, comme vient de le dire Cyril dans son reportage, il est basé aux Émirats arabes unis. Il verse des sommes immenses et dans la bande de Gaza et en Cisjordanie pour acheter le soutien des militants du Fatah. Et cette collection est très dangereuse pour Abou Mazen. Mohamed Dakhalan a pour la première fois une vraie chance de remplacer Abou Mazen du fait qu'il est considéré comme une personne, sa réputation, comme quelqu'un qui a la possibilité de maintenir le Fatah harmonique si jamais il prend la tête du Fatah, et qu'il est le seul qui est capable de battre le Hamas et qui a des
des canaux ouverts en Israël. Et il faut faire attention, Mohamed Dahlan a de très bonnes relations avec Avigdor Lieberman, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Les deux, selon certains reportages, ils ont le même patron international, Martin Schlaff, l'Autrichien Martin Schlaff qui était là. Et Abou Mazen soupçonne qu'il y a aussi une combinaison dont Israël fasse partie par le biais d'Avigdor Lieberman et relation entre Mohamed Dahlan, Schlaff et Lieberman. Mohamed Dahlan, qu'il faut le rappeler, vient de la Palestine d'en bas, si on peut dire, contrairement à Mahmoud Abbas, qui lui fait partie de la vieille garde, c'est l'élite palestinienne de diaspora. Mahmoud Dahlan a une vraie emprise dans la rue, au sein de la rue palestinienne, et puis c'est devenu un homme très riche, comme l'a dit Ali Waked, il a fait fortune dans les monarchies du Golfe. Et puis, alors il a été démis évidemment par le Hamas en 2007, il a dû fuir d'ailleurs, de s'exiler en Égypte puis aux Émirats Arabes Unis, mais aujourd'hui on dit qu'il est en train de renouer avec le Hamas. Rappelez-vous de ces mariages massifs, ces 2000 couples mariés sous les auspices de la Turquie. Eh bien, ce serait Mohamed Dahlan qui, via la Turquie, aurait transféré des fonds dans la bande de Gaza pour ces mariages massifs. 5 000 $, c'est aussi la somme qui aurait été transférée aux martyrs, aux victimes de l'opération parallèle à celle de la Turquie. Et Cyril Lamar peut exactement me remplacer, Jean-Charles. Son analyse, il est Alors, tout... Je voudrais qu'on dise un mot. Ce qui s'est passé cette semaine, les arrestations du Hamas massives en Cisjordanie, opérées par l'autorité palestinienne, est-ce que c'est lié à tout ça ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Le Hamas sent qu'il y a un vacuum, qu'il y a un vide dans le territoire palestinien, en Cisjordanie essentiellement, et que Abou Mazen, il est occupé dans ces querelles internes et que le Hamas peut essayer de reconstruire son infrastructure militaire en Cisjordanie. Mais Abou Mazen a fait tout pour que, au moins dans ce champ de la stabilité sécuritaire, que le Hamas n'utilise pas le fait qu'Abou Mazen est occupé dans une querelle diplomatique face à Israël et dans une querelle interne face à ses rivaux internes au sein du Fatah. Et entre parenthèses, maintenant on parle de plus en plus que l'initiative française peut ou risque de ne pas être présenté au Conseil de sécurité. Et Abou Mazen pense que le fait que les Français sont en train de prendre quelques pas en arrière, que ça fait partie d'un grand scénario qui vise de le remplacer, et que dans ce scénario, des éléments dans la communauté internationale, y compris les États-Unis, comprennent qu'Abou Mazen n'est pas le leader qui peut mener les Palestiniens à la prochaine station. Merci Ali Waked. Alors Cyril Lamar, on va parler avec vous parce que c'est une information qu'on a vue aujourd'hui au Maroc ou à Marrakech. 5 jeunes Marocains ont été arrêtés par la police et emmenés donc au commissariat pour avoir bu un jus d'orange. On est en plein Ramadan, Cyril Lamar, et vous allez nous parler de ce phénomène qui n'est pas marginal quand même. Ce sont ces musulmans qui refusent sciemment de jeûner pendant le Ramadan. Ah oui, même si le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, eh bien le Coran, lui, ne prévoit aucune pénalité à l'encontre de ceux qui ne le respectent pas. Du coup, les hommes ont dû pallier les omissions du texte sacré. Alors de Casablanca à Riyad, de Tunis à Koweït City, s'abstenir de jeûner pendant le Ramadan, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez désagréables pour les réfractaires. À chaque pays, sa manière de réprimer les déjeuneurs. On va commencer avec le Maroc, si vous voulez bien. Alors, le Maroc, c'est une infraction. C'est carrément une infraction au code pénal, même l'article 222 qu'on va voir apparaître sur vos écrans, qui stipule que tout individu notoirement connu pour son appartenance à l'islam, qui romprait ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le Ramadan serait passible de 1 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende. Alors évidemment, c'est un texte qui ne fait pas plaisir à tout le monde, notamment aux membres du groupe Mali. C'est le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc qui avait, tenez-vous bien, en 2009, tenté d'organiser un pique-nique pendant le Ramadan au Maroc, évidemment, qui a été durement réprimé par les forces de police. Du coup, c'est un autre mouvement qui lui emboîtait le pas, cette fois-ci sur Facebook. C'est peut-être moins dangereux. Masai Minch, nous ne jeûnons pas. Comprenez ça littéralement en français. C'est l'intitulé donc de la page Facebook qui a été ouverte cette année, quelques jours avant le jeûne, par des jeunes Marocains qui revendiquent tout simplement le droit de ne pas se soumettre à l'obligation rituelle. Vous le voyez, les hérétiques, entre guillemets, qui postent leurs photos en train de rompre le jeûne dans les lieux publics. Voilà, s'expose-t-il à des peines d'emprisonnement, certainement. En tout cas, il faut peut-être saluer leur courage. En Tunisie, la rupture du jeûne, elle n'est pas condamnée par la loi, mais il est d'usage que les restaurants et les cafés restent fermés pendant la journée. Ceux qui décident d'ouvrir, eux aussi, s'exposent à quelques ennuis avec la police. On va le voir ici, à Gamart, c'est dans le Grand Tunis, dans la banlieue tunisienne. Il y a un petit problème technique, on devrait voir les images, mais apparemment, elles vont peut-être arriver. En tout cas, à Gamart, dans le Grand Tunis, il y a carrément une descente de police pour faire fermer les restaurants et les cafés, ou alors à Monastir, après une descente de police dans un café, vous allez voir, je
je ne sais pas si on va le voir, en tout cas, il y a une femme qui a été agressée par un homme dans un café. Et cet homme-là serait le chef de district de Monastir en personne, qui aurait même agressé cette femme pour avoir donc rompu le jeûne du Ramadan. Alors, ce qui se passe aussi dans les autres pays, on va aller maintenant plus vers le Moyen-Orient, dans le Golfe Persique, là aussi, on surveille cela de près? On surveille ça de près, surtout que dans le Golfe Persique, et notamment en Arabie Saoudite, c'est la vision wahhabiste de l'islam qui est en vigueur, une lecture très rigoriste de l'islam. Alors autant dire qu'on ne rigole pas avec le Ramadan, peine d'emprisonnement, amende et... Pire, chaque année, les autorités saoudiennes menacent même d'expulser des non-musulmans si toutefois ils venaient à rompre le jeûne en public dans les rues de Riyad ou ailleurs. Ouais. C'est un phénomène qui est marginal ou pas, Ali Waqued, dans l'islam, ceux qui refusent de respecter le Ramadan et qui veulent le montrer? Non, c'est marginal, bien sûr, mais il y a, comme vient de le dire Cyril Lamar, de plus en plus de mouvements qui essayent de s'opposer au fait que le jeûne devient imposé et devient obligatoire, alors que la base de l'islam, c'est que toute croyance est facultative, elle est liée à la personne et son et ses liens avec Dieu. Et là, les autorités reprennent la place de Dieu et essayent d'établir la partie rigueur ou la figure rigueur de l'islam et de cette obligation. Mais par exemple, au Pakistan, c'est en public que les gens qui rompent le jeûne sont sanctionnés. Ils sont tapés là-dessus dans les différentes cours et salles. Mais Jean-Charles, de plus en plus, des mouvements osent récemment s'abstenir à la jeûne en public. Dans certains cas, on voit, comme vient de le signaler Cyril Lamar, ils sont grièvement sanctionnés. Mais je pense que plus le monde s'ouvre sur l'Occident, plus il y a cet antagonisme entre le public et les djihadistes. On verra de plus en plus des mouvements qui exigeront le droit à rompre avec le jeûne. Merci Ali Waqued, Cyril Lamar. Une situation d'urgence humanitaire comparable à ce que l'on peut trouver dans un pays pauvre. C'est ce qui a incité une ONG à mettre en place une clinique mobile. Sauf que cela se passe en France, à Calais, dans le nord de la France, pour venir en aide aux centaines de migrants qui y sont en attente et dont le nombre dépasse les structures d'accueil. Julia Ganancia. C'est une opération humanitaire inédite en France. En périphérie de Calais, l'immense bidonville où survivent quelques 3000 migrants dispose désormais de sa clinique mobile. Et l'ouverture de la petite cabane de bois clair qui tranche au milieu de ces abris de fortune a donné le coup d'envoi d'une opération dont les migrants avaient besoin. Beaucoup les gens grattent le corps à d'huile se maladie. Il y a beaucoup de jambes cassées. La clinique mobile propose des consultations médicales gratuites aux migrants, mais l'opération est ponctuelle. Elle devrait plier bagage à la fin du mois de juillet. D'ici là, 2 médecins et 2 infirmières, tous bénévoles, accueillent les patients. C'est notre travail à nous d'aller les chercher, d'aller à leur rencontre et de les informer à ce niveau-là. Certaines personnes vont se déplacer facilement sur la clinique et d'autres n'oseront pas. Les populations femmes et enfants, c'est vrai qu'il est plus facile pour nous, médiateurs, d'aller à leur rencontre et de les inciter à venir à la clinique plutôt que ce soit elles qui se déplacent et qui viennent directement à notre rencontre. Mais le lieu, prévu pour 1500 migrants, en abrite aujourd'hui le double. On y trouve seulement 30 robinets, 50 douches et 26 toilettes, loin des normes internationales qui imposent au minimum des latrines pour 20 personnes et un point d'eau pour 250 personnes. Saint du Monde a fait le choix de mettre en place cette structure de soins, partant du principe que l'existant était insatisfaisant au vu du nombre de personnes et l'éloignement des structures de santé, ainsi que la fragmentation dans le parcours de soins. La pression migratoire est très forte sur Calais. La préfecture évalue à environ 3000 le nombre de migrants, essentiellement érythréens, éthiopiens, soudanais et afghans. Mardi, un clandestin est décédé dans le tunnel sous la Manche en tentant de rallier la Grande-Bretagne depuis la France. Un accident qui intervient alors que les tentatives d'intrusion se sont multipliées ces dernières semaines. Autrefois classée comme ville à problèmes sociaux, ville de développement, Beersheva en Israël, c'est dans le désert du Negev, eh bien, est en train de réussir sa mue vers les hautes technologies et notamment la cybersécurité. Reportage dans cette toute nouvelle pépinière d'entreprise, Nathalie Erlich-Maël-Benoliel. En plein désert israélien du Negev, un oasis d'innovation cybersécuritaire est en train de fleurir.
Un grand nombre de facteurs, à la fois locaux et mondiaux, ont encouragé le développement de ce noyau de cybertechnologie au centre de la plus grande ville du sud d'Israël, Beersheva. Nous avons assisté il y a 4 ans à la naissance d'une toute nouvelle vague de cyberattaques dont le but était de frapper des agences fédérales ainsi que des sociétés. Et nous avons réalisé qu'il fallait trouver un nouveau panel de solutions et que pour cela, un tout nouvel écosystème devait être créé. C'est ainsi que JPV a ouvert les portes de son cyberlaboratoire pour la première fois il y a 1 an. Bien avant que d'autres grandes enseignes ne commencent même à remarquer le potentiel de la plus grande ville du sud d'Israël. Il y a encore quelques années, les chameaux faisaient partie intégrante du paysage entre 2 chemins de terre. Des chemins qui ont été remplacés par de nouveaux centres remplis de jeunes prodiges de l'informatique, d'experts en matière de défense et de cyber-innovation. Ici, les startups fournissent des solutions face à la menace grandissante des pirates informatiques à travers le monde. C'est exactement la raison de notre présence ici. Les hackers existeront toujours, c'est une course sans fin. Ils améliorent sans cesse leurs techniques, ils ont toujours un pas d'avance sur ceux qui pratiquent la cybersécurité. Ils mettent à jour de nouveaux types d'attaques, c'est un cycle sans fin. Il n'y a pas si longtemps encore, Beersheva était une destination négligée en Israël, mais les choses ont changé. Aujourd'hui, cette ville semble être l'endroit où il faut être pour les entreprises internationales de technologie. En mars dernier, SeaActive, une entreprise basée à Beersheva, a été rachetée pour 65 millions de dollars par PayPal. EMC, Lockheed Martin, Oracle ou encore IBM ont tous désormais des bureaux dans cette ville du désert israélien. Voilà, on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer la polémique de la semaine en Israël. Elle oppose les juifs orthodoxes aux juifs libéraux après les propos très contestés du ministre chargé des cultes, membre du parti Chasse orthodoxe. Même Netanyahou est monté au créneau pour le désavouer. On en parlera dans 10 minutes, juste après le journal que vous présente dans un instant Elsa Mimoun. À tout à l'heure. Suite du Grand Direct et on va s'intéresser à une polémique qui est née en Israël mais qui va ce soir jusqu'aux États-Unis puisque le Washington Post consacre ce soir un article à ce ministre israélien qui met en doute la judaïté de millions de juifs américains, ce que l'on appelle les juifs réformés, progressistes, libéraux, si on traduit en France. Des propos qui ont été signés de David Azoulay, qui est le ministre chargé des cultes en Israël dans le gouvernement Netanyahou, et qui a estimé que pour lui, ces juifs réformés ou libéraux, appelons-les comme cela, n'étaient pas réellement juifs, ce qui a déclenché évidemment un tollé. Léa Volbert nous explique tout cela. Pour le député ultra-orthodoxe Moshe Gafni, les juifs réformés planteraient un couteau dans le dos de la Sainte Torah. Interrogé par la radio militaire israélienne, il ajoute que les juifs réformés sont à blâmer pour les taux élevés de mariage mixte aux États-Unis et au Canada. Et de conclure, ils ont péché et je prie pour qu'ils se repentent. Des propos qui font écho à ceux de David Azoulay. 24 heures plus tôt, le ministre des cultes affirmait qu'il ne considérait pas les juifs réformés comme de vrais juifs. Les réactions indignées de la majorité de la classe politique ne se sont pas faites attendre, à commencer par celle du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, ancien ministre des cultes. Sur sa page Facebook, il rappelle que tous les juifs sont juifs, qu'ils soient massortis, réformés, orthodoxes, harédis ou laïcs. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est également monté au créneau. Il a rejeté ce qu'il appelle les remarques blessantes de son ministre David Azoulay. Dans un communiqué, Benyamin Netanyahou déclare qu'il s'est récemment entretenu avec son ministre. Il lui aurait rappelé qu'Israël est la maison de tous les juifs. Le rabbin Gilad Karif, chef de file du mouvement réformé en Israël, a également réagi. Il appelle le gouvernement à entamer le plus rapidement possible un dialogue stratégique avec les dirigeants des mouvements non orthodoxes afin de revoir leur statut en Israël. L'indignation provoquée par ces propos dépasse les frontières israéliennes puisque la Ruterman Family Foundation, basée à Boston, demande tout simplement à Benyamin Netanyahou de limoger David Azoulay, jugé indigne de ses fonctions.
Alors, on voit donc cette polémique à traverser l'Atlantique pour aller jusqu'aux États-Unis. On va en parler ici avec David Temsted. Bonsoir, vous êtes porte-parole francophone du parti Chasse, dont est issu le ministre David Azoulay. Bonsoir Laurent Siget, vous êtes membre du parti Yesh Atid de Yair Lapid qui a, lui, mené campagne quand il était ministre, justement pour briser les barrières avec la communauté orthodoxe. On se rappelle justement de sa loi sur l'enrôlement des juifs ultra-orthodoxes. Et sur les conversions. On va en parler aussi parce que ça a été aussi l'une des polémiques de ces derniers jours. David Temsted, je voudrais d'abord votre réaction, parce qu'aujourd'hui, ce ministre est revenu sur ses propos en disant qu'ils avaient été mal interprétés. C'est souvent ce qu'on dit quand on a un peu dérapé. Mais est-ce qu'il est vraiment, pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre ces juifs réformés et les juifs orthodoxes? Non, écoutez, le ministre des services religieux, le ministre David Azoulay, aujourd'hui a expliqué ou a clarifié ses propos. Il est parvenu sur ses propos. D'ailleurs, ceux qui ont entendu l'interview, qui est l'interview d'origine qui s'est faite sur Galey Tzahal, peuvent... Donc la radio militaire. La radio militaire, exactement, peuvent exactement entendre la totalité de ses propos et effectivement ce qu'il a voulu vraiment dire. Donc pour résumer, il a simplement déclaré une déclaration qui est toujours difficile à entendre pour donc tous les partis libéraux, ou les partis réformistes, ou même ils s'appellent eux-mêmes progressistes. Bon, on reviendra sur ce terme. Il a simplement expliqué que faut être clair, faut être clair et simple. Être juif, c'est une définition, et c'est une définition qui provient de la halakha. Donc quand on parle de ce genre de sujet, on sort même de la politique et on bascule dans le religieux. D'accord ? On a, nous, peuple juif, une tradition religieuse, on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on a une transmission par les sages d'une Torah orale qui nous donne une définition claire de l'identité juive. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas tricher avec une identité. Quand on parle de sujets qui sont des sujets de sens, de politique, il peut y avoir effectivement plusieurs opinions, il peut y avoir discussion, il peut y avoir débat. Quand on parle de l'essence, automatiquement on doit se référer à ce qui est chez nous le cœur du peuple juif, la Torah, la halakha. Dans la halakha, la définition de celui qui est juif est claire. Donc il y a maintenant des partis libéraux qui sont des partis très puissants, qui sont des partis avec des moyens financiers énormes et qui falsifient notre religion, qui falsifient le salaire de M. Azoulay, qui falsifient nos traditions, qui falsifient la religion. Et ça, nous, le parti Chasse, nous, juifs qui sommes attachés à leur tradition, on réagit. Et on va être très très clair. La vie privée de chacun d'entre nous, chacun est libre d'entendre ou d'organiser son contact avec le divin de la façon dont, on va dire, il le ressent. Tant que cela touche à une vie personnelle, alors effectivement, on va dire, chacun est libre, même si chaque juif est responsable de son ami. Mais quand on touche à la structure même, à la définition même, à notre religion, on réagit. Et on réagit fort et on dit les choses très clairement. Donc pour terminer, le ministre David Azoulay a dit clairement tous les juifs qui respectent les règles de la halakha et qui sont dans le cadre de la halakha sont des juifs. Il n'a pas remis en cause le judaïsme de certains juifs qui ne respectent pas strictement toutes les règles de la halakha. Il ne s'agit pas du tout de ça. Mais et on va en parler, les conversions qui sont faites dans le cadre qui n'est pas un cadre de halakha, ne peuvent pas être reconnus par le ministre des cultes en Israël. Alors d'abord, je voudrais réagir à ce qui a été dit. Ne parlons pas. En fait, le problème, c'est qu'on a mis un inculte au culte. Et ça, c'est un peu un problème. Pourquoi un inculte ? Parce qu'il faut quand même expliquer un peu ce qu'est le judaïsme réformé. Il n'y a pas aujourd'hui... Je sais qu'en Israël, l'orthodoxie s'est accaparé le monopole du judaïsme. Mais dans le monde juif, en dehors des frontières israéliennes, et si on prend la communauté juive américaine, qui est la première communauté juive au monde, 40% des gens sont ce qu'on appelle aux États-Unis conservative, c'est-à-dire c'est un judaïsme qui se trouve entre le judaïsme orthodoxe et le judaïsme libéral. Puis vous avez le judaïsme réformé libéral progressiste, qui est 30% du judaïsme américain, c'est-à-dire 1 800 000 personnes. Et puis vous avez l'orthodoxie qui va de Neturei Karta jusqu'à l'orthodoxie moderne et qui représente aux États-Unis 15%. Ok, donc ça, vous comprenez bien que la majorité du judaïsme aujourd'hui, en dehors du judaïsme israélien, il est soit conservatif, soit réformé. C'est un judaïsme de type libéral, premièrement. Deuxièmement, il faut
qu'une fois pour toutes, en Israël, on se décide de ce qu'on veut faire dans nos relations avec les États-Unis. Bon, le fait que ce soit peut-être ce qui ne plaît pas à M. Azoulay aussi, c'est qu'effectivement, ce judaïsme est un judaïsme peut-être de type ashkénaze, peut-être un type qui vient trop d'Europe. C'est un judaïsme qui est fort différent. Je rappelle aussi que le judaïsme réformé existe depuis plus de 2 siècles aux États-Unis, bien avant l'existence de chasse, et que ce judaïsme aussi a permis quand même une certaine pérennité des communautés juives depuis 200 ans. Depuis que les juifs sont aux États-Unis, il existe. Ça a commencé en Allemagne, ça a continué aux États-Unis. C'est un judaïsme qui perdure. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce judaïsme, il faut une fois pour toutes qu'on se décide. Si on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas avoir des relations avec la communauté juive américaine en leur disant, voilà, quand on a besoin de fric, et quand on a besoin de soutien au Congrès, on va chez tous les congressmen, y compris les plus libéraux, les plus progressistes, les plus réformés, les plus conservatifs, et ils sont toujours des grands amis d'Israël. Mais quand ils envoient leurs enfants en vacances pour faire taglit ou pour venir habiter en Israël, alors là, ils ne sont ni reconnus, ni subventionnés, ni subsidiés. Mais c'est eux qui forment, c'est eux qui payent le salaire du monsieur, là, du ministre, entre parenthèses. C'est eux qui donnent l'argent pour que les Olim Khadashim qui arrivent aujourd'hui, les immigrants... C'est vos impôts qui payent. Mais non, monsieur. Les Olim Khadashim, les immigrants qui arrivent aujourd'hui, reçoivent la plupart de l'argent de la Sornout. La Sornout aujourd'hui est financée à 80% par de l'argent par l'agence juive. L'agence juive est financée à 80%. Je sais que vous ne connaissez pas toutes ces petites choses parce que vous n'êtes pas relié au judaïsme de type européen ou américain. Vous ne sortez jamais de vos quartiers de Jérusalem. Mais le problème, c'est que... On est où là? Mais non, mais monsieur, visiblement, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Ah bon? Vous ne saviez même pas que c'est l'agence juive qui finance les nouveaux immigrants. 80% du budget de l'agence juive, ce sont les juifs libéraux, conservatifs, américains qui les financent, monsieur. C'est pas vous, ni ce sont ni mes impôts ni les vôtres. Oui. Vous n'en payez en général pas parce que vous ne travaillez pas. Moi, j'en paye, mais c'est pas mes impôts qui financent l'agence juive. L'agence juive est financée en grande partie par la diaspora. Donc il faut se décider une fois pour toutes. S'ils ne sont pas assez juifs pour M. Azoulay, il faut le leur dire en face. Ne pas faire l'hypocrite. Ne pas se faire subventionner d'un côté, demander du soutien. Dans le Congrès, on demande du soutien à tous les congressmen. On a déjà perdu. Je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer au niveau du judaïsme américain. C'est qu'il y a eu cette semaine un article qui a montré qu'une étude très profonde, à cause de la politique des ultra-orthodoxes et de Netanyahou, on est en train de perdre le Parti démocrate. Jusqu'à présent, il y avait un consensus dans la politique. Il s'est démarqué de la position. Mais il n'a pas le choix, parce que lui aussi, il se rend bien compte que quand la prochaine fois qu'il va aller demander quelque chose au Congrès, si ces juifs-là ne sont pas assez juifs, alors ils ne sont pas assez juifs pour être pro-israéliens non plus. Ils sont juifs quand ça nous arrange, ils ne sont pas juifs quand ça ne nous arrange pas. Pour M. Azoulay, ils sont pas juifs, mais quand on a besoin d'argent et de budget et d'aide des Américains, ils sont très juifs. Donc il faut arrêter l'hypocrisie, une fois pour toutes. Là-dessus. Enfin, pour réagir sur le fond du dossier surtout, j'entends beaucoup parler d'argent, mais là on parle de religieux, on parle d'essence, on parle d'identité. Mais on parle aussi de citoyens israéliens qui parfois se disent, nous on a toutes les obligations. Moi j'appartiens. Ce qui est important, c'est que vous avez parlé des compétences du ministre Azoulay. Il faut savoir, encore une fois, je reviens sur mes propos. L'identité juive, elle est définie à travers des textes de halakha. D'accord? Je pense que M. Sigé, je le vois en face de moi, il est incapable de lire un texte de halakha, il ne connaît rien à la halakha, et il n'a jamais passé. Malheureusement. J'ai juste fini l'école Maïmonide à Bruxelles. Monsieur, j'ai terminé l'école, je viens de l'orthodoxie moderne belge. J'ai fini l'école Maïmonide. Moi, le Bénizri qui m'a enseigné, c'est pas le vôtre qui a fini en prison. Moi, celui qui m'a enseigné le judaïsme, qui était un beau judaïsme, c'était mon directeur, M. Bénizri, à l'Athénée Maïmonide. Pas le Bénizri que vous avez connu, qui a fini sa vie en prison parce qu'il a piqué dans la caisse. Tenez-vous bien, je sens que vous réagissez parce que j'ai touché à votre âme et ça fait plaisir. Mais partout, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas d'où je suis, qui je suis, d'où je viens. Si vous allez chez Jean-Charles, je suis persuadé que si vous rentrez chez lui, vous verrez sur sa porte à droite, en haut, une mezouza. Vous ne la verrez pas en bas, vous la verrez en haut. Pourquoi en haut ? Parce que M. Jean-Charles Banoun, c'est un monsieur qui est à la pointe de la formation, qui est un juif moderne, qui est un juif intégré dans la société. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il suit sa tradition. Il suit les règles de halakha. Chez vous aussi, je suis persuadé qu'il y a une mezouza et en haut à droite. Pas à gauche et pas en bas de la porte. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas seulement la Torah écrite, vous suivez la Torah orale. C'est-à-dire que vous vous appuyez sur des textes et sur des traditions qui sont l'essence du peuple juif. Le ministre Azoulay est compétent et sait de quoi il parle. Nous ne battons contre personne et nous condamnons personne. Non, vous avez juste accusé 1 800 000 juifs américains. Vous ne comprenez pas ces propos. Écoutez la finesse. On accuse les institutions, le leadership libéral qui veut transformer et falsifier notre religion. Alors ne venez pas leur demander de l'aide au Congrès. Alors vous êtes dans le gouvernement, ne venez pas leur demander après. Ne leur léchez pas les bottes pour après avoir de l'aide au Congrès. L'État d'Israël n'a jamais léché les bottes de personne et je vais être encore plus précis. Même quand il s'est agi de questions sécuritaires, M. Netanyahou n'a pas plié devant tout le Congrès américain et devant le président des États-Unis. Donc c'est pas devant les partis libéraux
Netanyahou qu'on va se plier. Mais en tout cas, ce qui est important ici, M. Netanyahou a précisé, non, il n'y a pas de discours. M. Netanyahou, et tout le monde là-dessus est d'accord, et même M. Sige est d'accord parce qu'il vient d'une tradition orthodoxe très forte chez ses grands-parents, et il sait de quoi il s'agit ce soir. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser célébrer des mariages aux États-Unis avec d'un côté un rabbin qui représente l'homme et d'un autre côté, pour la femme, un curé qui représente la femme. On ne peut pas avoir des enfants qui seront des juifs et chrétiens en même temps. On n'est pas musulmans et chrétiens. On est juifs, on est chrétiens, on est musulmans, on est bouddhistes. Les réformistes, ils s'appellent les progressistes. Vous êtes régressistes, en mettant une nouse à votre porte, vous êtes régressiste. En faisant la circoncision de votre fils au 8e jour de sa naissance, vous êtes régressiste? Non, vous êtes un juif progressiste à la pointe de l'information, dans le coup, pourtant vous respectez vos traditions et vous les acceptez. Le ministre Azoulay, c'est tout ce qu'il a voulu dire. On ne peut pas accepter que des organisations, aussi puissantes soient-elles, transforment, falsifient et déforment notre essence même, notre religion. Monsieur, j'ai été, moi, il n'y a pas longtemps, ici à Tel Aviv, à Beth Daniel, qui est une synagogue de type libéral. Je ne suis pas un juif libéral, je suis un juif conservative, qui se trouve entre l'orthodoxie et le libéral. Mais tout de même, je vais vous dire, monsieur, pourquoi c'est très important d'avoir ce mouvement libéral. Parce que depuis que je suis en Israël, parce que moi j'ai vécu 20 ans de ma vie en Belgique et 25 ans de ma vie en Israël. Depuis que je suis en Israël, ce que vous faites, quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, vous êtes un homme extrêmement sympathique, mais je parle des partis que vous représentez, du parti que vous représentez et son correspondant Ashkenaz, ce que vous faites du judaïsme en Israël, monsieur, c'est du Chilul Hashem. C'est du Chilul Hashem, ce que vous faites. Il faut le traduire, ça aussi. Le Chilul Hashem, alors c'est une disgrâce du judaïsme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les partis tels que Chasse et les ultra-orthodoxes, et d'une certaine façon un peu Bennett mais moins, ont mis un monopole sur le judaïsme. Ce qui les intéresse en fait, c'est de nommer leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis à des postes où en fait... C'est trop sérieux pour entrer dans la politique. Non, c'est ça la politique. Écoutez, votre président de votre parti a décidé cette semaine, il est le ministre de l'économie, c'est un grand économiste, parce qu'il comprend bien ce que c'est l'argent. Ari Ederi. Il a décidé qu'il fallait nommer 5% de tous les employés dans le service public devront venir des Haredim. Mais sur quelle base, monsieur? Quels sont les gens qui sont sortis de vos écoles et qui sont devenus des savants, des prix Nobel, des ingénieurs, des médecins? Ils sont quoi quand on sort de chez vous, monsieur? On est quoi? On est Sofer Stam, on est Mashgar Kashrut, on fait quoi? On fait quoi quand on est sorti de chasse, monsieur? On devient ingénieur, médecin, savant, prix Nobel. Vous représentez quoi, monsieur? Vous représentez 5%. Vous représentez 5%. Plus de 500 000 juifs orthodoxes en Israël. 500 000 juifs orthodoxes. Et nous en représentons 10 fois plus. Monsieur Sige, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Laissez-moi terminer peut-être par citer un petit midrash pour essayer un peu de nous éclairer. Ça, il y a un très beau midrash qui dit que... Un midrash, c'est toujours très doux à écouter. Que Moshe Rabbeinu, au dernier jour de sa vie, c'est-à-dire au jour de sa mort, il est rentré dans sa tente et il a écrit un Sefer Torah, un livre de Torah. Et il a voulu le donner à qui? À sa tribu, à la tribu de Lévi. Vous savez qu'on a 12 tribus dans le peuple d'Israël, d'accord? Il a voulu donner à sa tribu, le tribu de Lévi. Toutes les autres tribus sont venues chez Moshe Rabbeinu et lui ont dit: au nom de quoi tu vas donner ce Sefer Torah, ce livre de Torah, donc notre Torah, simplement à ta tribu? Nous voulons tous recevoir cette Torah. Et Moshe Rabbeinu doit répondre: aujourd'hui vous êtes un peuple. Alors moi je vais terminer par les propos du ministre Azoulay. Ce qu'on espère, c'est que tous les juifs qui se sont égarés, qui se sont trompés de chemin, moi en venant ici aujourd'hui ils ont fait des travaux, je me suis un peu trompé de chemin, c'est pas agréable. Quand on se trompe de chemin, on n'est jamais très à l'aise. Un juif, son véritable foyer, c'est un foyer qui est construit sur les règles de la Torah, sur les règles de la halakha. Donc nous on espère et on souhaite que tous les juifs se rapprochent des règles de la Torah, respectent les règles de la halakha, et qu'on s'aime tous et qu'on soit tous proches les uns des autres. Et je pense que si on arrive à cela, on aura réussi. J'espère que pendant la période du Tisha B'Av, le ministre du culte Azoulay pourra un peu réfléchir à ce qu'il a dit sur d'autres juifs, parce que si vraiment le Beth Amikdash est tombé parce qu'il y avait une haine gratuite l'un l'autre, il ferait bien d'y réfléchir. Merci à David Tempsted, merci Laurent Sige. Le débat n'est pas refermé encore, on l'a compris. Merci à vous. Nouveau journal dans un instant avec Elsa Bimoun. Bonne soirée.